Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver ici pour une autre capsule au-delà du salon. Cette semaine, on va aborder l'aide médicale à mourir, mais dans un contexte de pandémie. Alors, nous aurons comme invité Dr. Georges L'Espérance, qui est neurochirurgien et président de l'Association québécoise du droit de mourir, pardon, pour le droit de mourir dans la dignité. Alors, nous allons discuter avec lui à savoir où nous en sommes dans la loi suite au jugement rendu en septembre dernier par la juge Christine Baudouin quant aux critères d'admissibilité pour l'aide médicale à mourir au niveau des deux paliers de gouvernement. Par ailleurs, nous aurons aussi un beau témoignage de M. Pierre Vachon qui a été un aidant naturel et qui a accompagné son conjoint jusqu'à son décès par l'aide médicale à mourir. Et bien sûr, en conclusion, nous irons rejoindre Noémie chez Lario pour un instant musical. Alors, débutons sans plus tarder avec la très chère chronique d'Hélène Giroux. Bonjour Hélène. Bonjour Poussadi, comment vas-tu? Ça va bien. Cette semaine, Hélène, tu vas nous parler de ton regard sur l'aide médicale à mourir, mais en tant qu'accompagnatrice Oui, en fin de vie. Mais Hélène, avant de commencer, là, j'aimerais savoir, toi, comment tu vas et comment va ton papa, sachant qu'il est en fin de vie présentement? écoute, c'est sûr que je suis moi aussi dans le contexte de beaucoup de gens en ce moment là, qui doivent accompagner un proche en fin de vie à distance. Heureusement, on a les outils technologiques d'aujourd'hui qui nous facilitent les choses. Donc, justement, ce matin, je vais avoir tous les matins, en fait, c'est 11 heures, c'est une heure où mon père est même pas si mal, qu'on peut faire un zoom ensemble, toute la famille, puis suivre son processus, parce que c'est sûr que ça diminue tranquillement. Mais avoir des beaux moments ensemble malgré tout. Donc, soyez pas surpris si jamais j'ai à vous quitter rapidement à la fin, là, c'est parce que j'ai un rendez-vous important à honorer ce matin. Bon, écoute, on est de tout cœur avec toi, Hélène. Puis sans toi, Liv, si jamais tu devais quitter, n'hésite pas. On va savoir que c'est parce que ton papa a besoin de toi. Parfait, merci beaucoup. Alors, effectivement, ce matin, j'avais voulu vous parler de mon regard d'accompagnatrice en famille sur l'aide médicale à mourir. Parce que j'accompagne des gens, moi, depuis tout près de 20 ans maintenant, dans tous les milieux. En fait, j'ai fait beaucoup de domiciles, des hôpitaux, maisons de soins palliatifs, centres d'hébergement aussi. Donc, j'ai touché à peu près à tous les milieux où j'ai vu des personnes mourir, où j'ai accompagné des personnes mourir. Et à ce moment-là, c'est sûr que l'aide médicale à mourir n'était pas encore vraiment sur la sellette. Là, il n'y avait pas encore de permission par rapport à tout ça. Mais quand c'est arrivé, que la loi s'est installée, tout ça, c'est sûr que ça m'a amené à des réflexions personnelles. Parce qu'on a beaucoup entendu parler de l'aide médicale à mourir en regard à la dignité en fin de vie. Et je ne dis pas que ce n'est pas possible avec l'aide médicale à mourir, mais moi, j'avais vécu beaucoup d'expériences-là qui étaient très belles en accompagnement de fin de vie sans besoin d'aide médicale à mourir, donc des soins palliatifs de qualité. Et au début, j'avoue que j'avais une petite difficulté avec le concept. Sans porter de jugement sur décisions sont prises, pas, ça interpellait comme accompagnatrice. Jusqu'à cette personne dans mon entourage, dans un organisme en fait, qui s'occupe de gens qui ont des rôles en place me demandais si jamais tu avais accompagné quelqu'un qui choisirait l'aide médicale à mourir, tu l'accompagnerais. Et là, ça m'a vraiment appelée. Je me suis dit, oh, c'est une très bonne question. Oui, je dois réfléchir. Et après quelques secondes, en fait, ça n'a pas été long ma réflexion. Je me suis dit, dans le fond, moi, ce que j'accompagne, c'est l'être humain qui est en train de vivre une expérience de fin de vie. Alors qu'il meure avec l'aide médicale à mourir, que ce soit une mort naturelle, que ce soit aidé par les soins palliatifs avec la sédation palliative, par exemple, il reste que c'est l'être humain que j'accompagne avant tout. Donc, peu importe quel est le choix de fin de vie, ça ne m'appartient pas. Et j'ai eu depuis lu et vu aussi de très belles expériences que certaines personnes ont vécues grâce à l'aide médicale à mourir de personnes dans leur entourage qui vivaient ce contexte-là et qui ont choisi l'aide médicale à mourir pour quitter, dont entre autres Louise Deschâtelet, qui m'a vraiment, un témoignage qui m'a vraiment bouleversée parce qu'elle disait à la base qu'elle, déjà, la mort en soi, elle a peur de la mort. Elle avait une belle-sœur qui avait la sclérose en plaques, justement, et qui était en fin de vie et qui avait choisi, en fait, l'aide médicale à mourir pour terminer ses jours. Et elle a demandé à Louise Deschâtelet de l'accompagner dans cette expérience-là. Et c'est sûr, elle était très bouleversée parce qu'elle se disait, mon Dieu, comment je ne serai pas capable, j'y arriverai pas, comment ça va se passer.
Et son témoignage, elle en a parlé à plusieurs émissions de télévision, dont à Denis Lévesque, entre autres. Ça a été pour elle une expérience grandiose. Puis elle expliquait un petit peu comment ça s'était passé. En fait, elle trouvait que sa belle-sœur, quand elle est arrivée sur place, était d'une sérénité extraordinaire. Parce qu'en fait, quand on choisit l'aide médicale à mourir, on doit avoir fait pour soi-même une réflexion très profonde sur la fin de vie. Ce qui n'est pas toujours le cas nécessairement dans d'autres contextes de fin de vie, mais quand là, c'est toi qui fais le choix de l'heure et du moment au moment où tu vas partir, en fait, ça demande toute une résilience, toute une ouverture, toute une conscience d'esprit aussi pour accepter que oui, à telle heure, tel jour, entouré des gens que j'ai choisis, mon, mon, mon parcours va s'arrêter à ce moment-là. Donc, Louise Deschâtel racontait son expérience et elle disait qu'il y avait eu vraiment une très belle préparation de la famille. Ça s'est passé à domicile. Si je me suis... Non, c'est pas vrai, excusez-moi, ça s'est passé à l'hôpital. Mais elle disait que ça avait été très bien expliqué à tout le monde, à la personne aussi qui est en fin de vie, mais aux proches, comment tout ça se passerait. Ils ont eu l'opportunité, avant la dernière injection, de pouvoir encore dire des choses qu'ils avaient besoin de dire à cette personne-là. Donc, elle a été transportée par cette expérience-là. Ça l'a beaucoup euh, préparée, en fait, à une fin de vie. Elle n'avait jamais vécu, je pense, de mort en direct. Et d'avoir vécu cette expérience-là tout en douceur, avec sa belle-sœur qui était sereine quand elle est arrivée, elle, ça l'a comme très surpris de voir qu'elle avait fait ce choix-là et qu'elle était bien avec son choix. Et je pense que la majorité du temps, les gens qui choisissent l'aide médicale mourir pour terminer leur jour, ils ont eu effectivement cet exercice-là de grande prise de conscience à faire et d'acceptation sur le fait que leur vie se termine. Et donc, je pense que ça peut effectivement amener à des morts qui sont quand même douces. J'ai hâte de voir le témoignage de M. Vachon qui a vécu l'expérience pour voir après les gens qui restent, eux, comment ils vivent l'expérience. Je vais avoir des questions à lui poser, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup réconforté en quelque sorte de savoir que ça pouvait bien se passer aussi pour ces gens-là, puis qu'à quelque part, il y avait toute une prise de conscience qui se faisait sur le choix de terminer ses jours en ayant choisi son heure et son moment. Mais c'est sûr que je vais avoir des questions pour le docteur aussi. Là. C'est clair que ça m'interpelle, mais ça a quand même transformé mes perceptions sur une fin de vie qui peut se passer avec l'aide médicale à mourir. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que c'est la seule option pour mourir dans la dignité, parce que je crois aussi que dans d'autres contextes, des accompagnements en soins palliatifs avec des équipes spécialisées, tout ça, on peut aussi arriver à des fins de vie avec dans la dignité. Mais quand même, ça a changé mon regard par rapport à l'expérience d'aide médicale à mourir, bien que moi-même, j'ai jamais eu l'opportunité dans mon parcours d'accompagner quelqu'un qui avait fait ce choix-là. C'est intéressant, Hélène, ton témoignage que tu dis, mais est-ce que toi, selon toi, le fait de savoir, d'avoir recours, d'accompagner quelqu'un, en fait, par l'aide médicale à mourir, de savoir qu'on sait exactement comment ça va se passer, puis de comprendre le temps qui nous reste ensemble, ça permet peut-être de dire les choses davantage, de pas... En fait, je dirais que de façon générale, en soins palliatifs, moi, j'ai accompagné beaucoup à domicile, donc dans des contextes quand même privilégiés où toute la famille était là. Et pour beaucoup des patients que j'ai accompagnés, ça a pu se faire aussi. Je dis pas, moi, je pense que c'est plus la personne qui quitte, j'ai l'impression, que de choisir cette option-là en sachant très bien à quelle heure et à quel jour c'est elle qui détermine ce moment-là. Ça doit être quand même particulier, ça doit faire une différence. Alors qu'en fin de vie, on sait que la fin approche, mais on ne peut pas dire ni le moment, ni l'heure, ni la journée. On n'a pas cette précision-là. Alors que la personne qui a choisi l'aide médicale à mourir, ben, elle a choisi son heure, son jour. Des fois, même, il y a des liens particuliers, parce que, bon, je ne sais pas, moi, c'était son anniversaire et elle a choisi que c'est cette journée-là qu'elle veut quitter, que c'est le cadeau qu'elle s'offre. Donc, je pense que ça peut faire une grande différence pour la personne qui quitte, de savoir exactement le moment. Ce qu'on n'a pas dans un contexte de soins palliatifs traditionnel, je dirais. La famille doit faire tout un cheminement aussi, je pense. Ça doit être assez spécial de savoir l'heure et le jour spécifiquement où la personne va quitter. Ça peut permettre peut-être de préparer aussi des choses autour de ça. Tu sais, si on veut, je regardais justement dans le contexte de Louise Deschâtelet, sa belle-sœur, elle avait décidé de se faire coiffer le matin même parce qu'elle s'en allait rejoindre son conjoint puis elle voulait être belle. Tu sais.
Donc, c'est sûr que dans un contexte de fin de vie traditionnel, on n'aurait peut-être pas eu nécessairement cette possibilité-là parce qu'on ne sait pas le moment exact où la personne va quitter. Alors que là, elle quitte, euh, elle a la conscience en fait jusqu'au moment de quitter, ce qui n'est pas toujours le cas en soins palliatifs réguliers où les gens souvent vont être dans une période de semi-coma et de coma, donc il n'y a plus d'échange possible. Et à un moment donné, le corps quitte en fait, l'âme quitte le corps. Mais tandis qu'avec l'aide médicale à mourir, la personne a sa conscience jusqu'à la toute fin, jusqu'au dernier au revoir. Fait que ça doit être quand même assez particulier. C'est une expérience que je n'ai pas vécue, comme je vous le disais tantôt, mais qui doit être assez particulière à vivre parce que justement, la conscience est présente jusqu'à la dernière minute. Bon. Oui, alors Hélène, avant d'aller rejoindre Docteur L'Espérance, j'aimerais juste, est-ce que tu as envie de partager avec nous ce que tu as vécu la veille de Pâques avec ta famille et ton papa? C'est avec toutes ces histoires de tristesse qu'on entend dans les centres d'hébergement par les dernières heures qui courent. J'aimerais ça pouvoir entendre des belles histoires comme la tienne et que tu puisses le partager avec le plus grand nombre. Que oui, il y a encore des belles histoires malgré tout, là. Oui, effectivement. En fait, moi, je suis une personne résiliente dans la vie, donc j'essaie de tirer la meilleure partie possible de toutes les expériences que je vis. Et comme en ce moment, mon père est en centre d'hébergement, qu'il n'y a pas de visite possible, donc on est tous physiquement incapables de se voir, de se toucher. Puis moi, je suis une famille de câlins en plus, donc on a dû trouver des moyens autres, en fait, pour garder le contact, pour accompagner mon père là-dedans aussi. C'est un peu spécial de penser que j'ai accompagné des centaines de personnes et que je ne peux pas être présente au chevet de mon père qui est en fin de vie. C'est particulier. Mais j'avoue que je vis ça quand même sereinement parce qu'on a des très beaux moments sur Zoom et effectivement, tu me demandes de parler de l'expérience qu'on a vécue la veille la veille de Pâques, en fait, le samedi avant Pâques. En fait, c'est que mon père avait certains moments de confusion. Il parlait souvent de bateaux. Pour certaines personnes, ils se demandaient bon, pourquoi il parle de ça. Personne dans la famille a de bateau. Pourquoi il nous parle de ça? Mais moi, je suis convaincue que le bateau, c'est lui, c'est son corps, en fait, qui est en train de quitter le port, de s'en aller au large. Et on a décidé, en fait, de lui chanter Partons, la mer est belle, qui est une pièce qui est très douce et qui dit à quelque part que justement le bateau quitte le port. Donc, ensemble, on lui a chanté cette chanson-là. Et mon frère qui bricole le bois lui avait confectionné un bateau en bois là, dans les jours juste avant. Et en fait, c'est sa petite fille et son arrière-petite-fille et son arrière-petit-fils qui ont chanté la pièce parce que mes sœurs et moi, on était un peu émotifs parce que la symbolique des paroles était vraiment très particulière dans le contexte. Mais ça a donné lieu à un très, très beau moment d'unification, en fait, entre tout le monde. Et en fait, c'est comme si on lui disait, on t'accompagne, mais tu sais, ton bateau peut quitter le port et peut s'en aller. Donc, ça a été un moment vraiment extraordinaire à vivre ensemble. Et puis ça a été avec la complicité d'une personne, d'un soignant Oui, au oui, centre. tout à fait, parce que mon père n'est pas en mesure d'utiliser une tablette, de gérer tout ça. Donc, il y a un intervenant psychosocial qui est vraiment extraordinaire, qui a pris mon père sous son aile et qui nous accompagne en fait, dans toutes ces démarches-là avec lui. Là, quand on fait nos Zooms, on s'appelle après pour voir comment ça s'est passé. Donc, il y a vraiment un lien très, très privilégié avec lui. Et il y a un lien de confiance, bien sûr, qui s'est établi en nous aussi. Donc, quand il se passe des choses spéciales, ben, des fois, il va me revenir en me disant, ben, il m'a fait telle chose, mais moi, je ne peux pas vraiment faire le lien parce que je ne connais pas son histoire. Qu'est-ce que ça te dit? Parce que j'ai un frère qui est décédé aussi, puis il parle souvent de mon François qui est décédé. Donc, j'ai pu lui donner des petits bouts d'histoire pour qu'il fasse des liens entre ce qu'on vit ensemble. Donc, on vit quand même des très beaux moments au travers de tout ça. Ben, merci beaucoup, Hélène, pour ton beau témoignage. Merci d'avoir partagé. Alors, sans plus tarder, on va aller rejoindre Docteur L'Espérance. Bonjour, Docteur L'Espérance. Bonjour, Mme Denis. Alors, neurochirurgien Bonjour. et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Comme précisé d'entrée de jeu, Docteur L'Espérance, j'aimerais ça aborder avec vous aujourd'hui la situation de l'aide médicale à mourir dans le contexte de pandémie liée au coronavirus et nous préciser ce qui est où en est la loi qui est appelée à être changée grâce au combat, bien sûr, de Mme Nicole Gladu et de M. Jean Truchon, qui d'ailleurs est décédé mardi dernier, le 7 avril, en devançant la date de son décès et qui avait laissé un beau témoignage aux avocats qui devaient être livrés aux médias. Là. Alors, la parole est à vous, Dr. L'Espérance. Merci beaucoup. Écoutez, je vais faire un petit peu de chemin sur ce que vient de dire Mme Giroux. La première chose qui est très importante de bien comprendre, c'est qu'il n'y a absolument aucune contradiction ni opposition
entre l'aide médicale à mourir et les soins palliatifs. L'aide médicale à mourir, c'est un soin ultime, c'est un soin qui est parfaitement légal, c'est un soin qui est moral, c'est un soin qui est surtout choisi par la personne elle-même, donc dans sa pleine autonomie. Il n'y a absolument aucune opposition. Rappelons que dans les pays qui ont l'aide médicale à mourir depuis plusieurs années, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'aide médicale à mourir touche en gros 3 à 4 des patients depuis les dernières années où donc la loi est bien connue. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 95-96 des patients, si on exclut les gens qui meurent d'accidents, de traumatismes quelconques, ce sont des gens donc qui meurent au bout de leur maladie, si on peut dire ça comme ça, ou au bout de leur mort naturelle, pourrait-on dire. Donc, c'est vraiment un choix qui est autonome, qui représente l'autonomie du patient. Et aussi, pour compléter ce que disait Mme Giroux, c'est un soin qui est longuement réfléchi de la part de ces patients. Les patients demandent l'aide médicale à mourir. Nous les rencontrons, nous leur expliquons ce que c'est, nous rencontrons la famille, les membres de la famille ou les proches que le patient veut avoir près de lui. Nous leur expliquons. Moi, personnellement, je peux faire 2, 3, 4 rencontres avec les patients pour leur expliquer, répondre à leurs questions, donner le temps. Et, comme disait aussi Mme Giroux, les gens peuvent choisir par la suite la date et l'heure de leur décès. Et ça donne une toute autre dimension, surtout pour tous les gens autour, que la personne elle-même. Donc, d'être capable de dire, je voudrais dire un dernier mot à mon fils, à ma fille, à mon neveu, ma nièce, etc., au lieu de se retrouver dans un coma, dans une période de confusion et d'avoir une agonie qui traîne longtemps. Donc, de tous ces points de vue-là, pour moi, c'est une très, très grande avancée et ça permet aussi au patient, à la personne, de se préparer et aussi de préparer les gens autour. Alors maintenant, plus spécifiquement, pour répondre à votre question, la loi sur l'aide médicale à mourir a été faite au Québec avant le Canada et il y avait, j'espère que vous allez pouvoir voir, est-ce que ça va comme ça? Oui, absolument. On lit très Donc, bien. il y a 6 grands critères. Le premier, c'est d'être assuré par l'assurance maladie. Ça, c'est simplement pour éviter qu'il y ait du magasinage d'un pays à l'autre ou d'une province à l'autre. Le deuxième critère, c'est d'être majeur, donc au-dessus de 18 ans, et d'être apte. Être apte, ça veut dire avoir toute sa tête, ne pas être confus et certainement ne pas être dément. Et c'est une question sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard. Le troisième grand critère, c'est d'avoir une maladie grave et incurable. Alors, tous les médecins savent ce que ça veut dire. Autrement dit, si vous avez, je ne sais pas moi, une douleur à la hanche, ce n'est pas une raison valable pour avoir l'aide médicale à mourir. Ça prend une maladie grave et incurable. Il faut préciser ici qu'il n'est pas nécessaire du tout d'avoir eu tous les traitements possibles et imaginables. Donc, le patient peut très bien décider, quand je dis le patient ou la patiente, on s'entend, peut très bien décider que lui, il en a assez de radiothérapie ou de chimiothérapie et qu'il ne veut plus de chirurgie. Donc, c'est son choix de demander l'aide médicale à mourir. Donc, ça respecte parfaitement l'autonomie du patient. Le quatrième critère, c'est que la maladie ou l'état du patient doit être caractérisé par un déclin avancé et irréversible de ses diverses fonctions, de ses capacités, que ce soit locomoteur ou autre. Mais il faut que le patient garde ses capacités à bien comprendre ce qui lui est apporté. Le cinquième critère, le patient doit avoir des souffrances physiques et ou psychiques intolérables selon lui, pas selon ce que pense le docteur ou la famille ou le curé, le rabbin, tout ce que vous voudrez, c'est selon ce que pense le patient lui-même. Et ça, c'est un point très important. Et la loi, le législateur, tant au fédéral qu'au provincial, et en reprenant la Cour suprême, n'ont jamais dit qu'il fallait que ce soit des souffrances seulement physiques, n'ont jamais qualifié non plus les souffrances. C'est la personne qui décide elle-même. Bien entendu, il faut que, selon le diagnostic, il faut que les souffrances soient compatibles avec le diagnostic. Si je vous dis que j'en ai assez de vivre parce que c'est intolérable pour moi d'avoir une douleur à la hanche, je reprends cet exemple-là, bien évidemment, ça ne sera pas acceptable. Et le dernier point, c'est ça sur lequel il y a des modifications. Dans la loi du Québec, il fallait être en fin de vie. Lorsque la loi fédérale a été modifiée suite à la décision de la Cour suprême de février 2015, la Cour suprême n'a jamais parlé d'une limite
temporelle, soit fin de vie, soit ce que le fédéral a apporté, à savoir que la mort naturelle devait être raisonnablement prévisible dans un avenir plus ou moins rapproché. Ces deux critères-là posent énormément de problèmes. Au Québec, la fin de vie voulait dire qu'on devait, comme médecin, évaluer que le patient allait mourir dans 6 mois, 12 mois. On s'est rendu tous ensemble, globalement, à environ 18 mois, en disant qu'un pronostic de 18 mois était acceptable pour la question de la fin de vie. Mais pour les médecins, même si ça peut paraître facile, mais ce n'est pas du tout facile d'évaluer quand va survenir la fin de vie. Madame Gladu et M. Truchon ont contesté les deux éléments de la loi, la fin de vie au Québec et la mort naturelle raisonnablement prévisible dans le Code criminel au fédéral, en disant la Cour suprême n'a jamais parlé de ça, donc c'est un élément qui devient anticonstitutionnel, inconstitutionnel en regard de la Charte des droits et libertés du Canada. Et le jugement de Mme la juge Beaudoin leur a donné raison. En d'autres termes, ça ouvre la porte à des gens qui ont des pathologies chroniques, graves, incurables, qui leur amènent des souffrances, etc. Tous les autres critères restent là. Mais, par exemple, quelqu'un qui a une sclérose en plaques, quelqu'un qui a une sclérose latérale amyotrophique, une personne qui souffre de polyarthrite rhumatoïde massive, une personne qui a une insuffisance cardiaque qui doit prendre plein de médicaments, mais on ne sait pas si sa fin de vie est proche. Ces patients-là, en enlevant les deux critères, vont avoir le droit d'obtenir l'aide médicale à mourir, tout au moins de le demander s'ils respectent les autres critères. La juge Beaudoin a donné 6 mois aux deux paliers de gouvernement pour modifier les lois. Les deux gouvernements n'ont pas fait appel. Compte tenu des élections fédérales, le jugement ayant été rendu le 11 septembre 2019, cela nous amenait au 11 mars 2020. Il y a eu entre-temps des élections fédérales. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a demandé à la juge Beaudoin de la Cour supérieure du Québec une extension de 4 mois qui lui a été accordée. Ça, c'était en date de la mi-mars. Cette extension de 4 mois nous amène au 11 juillet. Mais là, nous sommes en pleine pandémie. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Je pense bien que le gouvernement fédéral va demander une autre extension de 2 ou 3 mois, ce qui paraît tout de même raisonnable compte tenu de l'importance de cette loi. Ce qui est sur la table de travail maintenant au Québec, le critère de fin de vie est enlevé, mais la loi du Québec est une loi qui relève des soins de santé. Au fédéral, c'est le Code criminel et le Code criminel chapeaute toutes les autres lois. Donc, nous sommes assujettis encore maintenant à la loi au Code criminel, donc à la mort naturelle raisonnablement prévisible, jusqu'au 11 juillet ou un petit peu plus tard, lorsque la loi fédérale sera changée, ce qu'on appelle C14. Maintenant, dernier point, le Code criminel, excusez-moi, il y a une proposition d'un projet de loi actuellement qui enlève la mort naturelle raisonnablement prévisible. Tous les autres critères doivent bien sûr être remplis et ça, personne n'a d'objection avec ça d'aucune façon. Et donc, on espère que, par exemple, un patient qui aura une sclérose en plaques pourra demander, lorsque sa situation devient vraiment intolérable pour lui, d'avoir l'aide médicale à mourir. En gros, c'est là où nous en sommes maintenant. Précisons que pour l'instant, jusqu'à ce que le Code fédéral soit changé, le Code criminel, la loi reste la même. Disons que les médecins s'adaptent et répondent aussi actuellement aux demandes des patients qui ne répondraient pas tout à fait encore aux critères de fin de vie, mais c'est vraiment au cas par cas. L'autre point qui est très important, c'est l'ouverture aux patients qui ont des problèmes de santé mentale. Si on enlève les critères de fin de vie et de mort naturelle raisonnablement prévisible, cela donne une ouverture à demander l'aide médicale à mourir pour les patients qui ont une problématique de santé mentale. Cependant, cela pose des problèmes médicaux, de critères qui sont très importants et pour lesquels il y a un comité qui a été formé au Québec de médecins, psychiatres, de psychologues, etc., divers intervenants, et au niveau du Collège des médecins, pour encadrer. En d'autres termes, et je vous donne un exemple très simple. C'est l'exemple que je donne souvent en conférence. Vous avez 25 ans, vous êtes une jeune fille en pleine possession de vos moyens
et votre copain que vous avez depuis l'âge de 19 ans décide qu'il va voir dans d'autres champs d'activité. Vous êtes très déprimé et vous demandez à votre médecin d'avoir l'aide médicale à mourir parce que vous n'êtes pas capable de vivre en pensant que votre copain s'en va avec une de vos anciennes amies, par exemple. Évidemment, ce n'est pas une maladie grave et incurable. Tout le monde va s'entendre là-dessus. Ça n'amène pas un déclin irréversible. Donc, aucun médecin n'accepterait ça. Prenons un exemple un peu inverse, bien, très inverse. Un jeune patient qui est schizophrène depuis la puberté, qui est rendu à l'âge de 50-55 ans, qui est totalement non fonctionnel dans la société, malgré de très, très, très multiples traitements, investigations, hospitalisation, internement, mettez tout ce que vous voulez, ça fait 20 ou 30 ans qu'il est à peu près non fonctionnel. Bien, lui, éventuellement, après une étude très sérieuse de tous les autres critères et éventuellement l'avis de plusieurs soignants, pourrait demander l'aide médicale à mourir. Ça ne veut pas dire qu'il va l'obtenir, mais pourrait le demander. Enfin, le troisième point, le plus important et qui, moi, me tient particulièrement à cœur à l'association, ce sont les patients qui n'ont pas un problème de santé mentale, mais ont un problème de pathologie neurocognitive dégénérative, les démences de type Alzheimer ou autre. Alors, ces patients-là, c'est ça qui est le gros problème. Je me fais donner un diagnostic de pathologie dégénérative, Alzheimer, Parkinson ou autre. Je ne veux pas vivre dans la déchéance que cela amène. Je ne veux pas donner ce poids-là ni à ma famille, ni à la société, et je ne veux surtout pas me voir dans une telle condition. Et donc, à ce moment-là, je demande aujourd'hui, alors que j'ai toutes mes capacités cognitives, je demande l'aide médicale à mourir que je pourrai obtenir à un moment X, Y, Z à venir dans le futur lorsque la personne qui s'occupe de moi comprendra que j'y suis arrivé. Actuellement, le gouvernement du Québec, avant la pandémie, était déjà en travail là-dessus avec plusieurs intervenants dans la société. Il y a eu un forum national le 27 janvier sur cette question-là. Nous étions à peu près 200. Je peux vous dire qu'environ 210 personnes sur les 220 qui étaient là sont tout à fait d'accord avec cette démarche. Il y a eu un comité spécial qui a été formé, qui a fait un rapport sur l'aide médicale à mourir chez les patients qui se font donner un diagnostic d'inaptitude à venir. Et donc, tout le monde est favorable, encore là avec des critères stricts et étant bien encadrés. C'est un travail qui actuellement se fait. J'ai bon espoir qu'on arrive à une solution très intéressante pour tout le monde. Je crois d'ici 12 à 18 mois. Encore une fois, là, il y a l'histoire de la pandémie qui limite un peu, mais tout le monde est bien conscient que c'est la question que tout le monde se pose actuellement. Je ne veux pas me voir réduit avec une pathologie neurocognitive et devenir plus ou moins végétatif, si je peux employer ce terme-là, qui est un peu neurochirurgical. Et je ne veux pas vaincre ça et je veux avoir l'aide médicale à mourir. Plutôt que, comme malheureusement certaines personnes le font, plutôt que d'aller vers le suicide de façon brutale. Alors, en gros, c'est la situation où nous sommes actuellement. Voilà. D'accord, merci pour les précisions, docteur L'Espérance. Et puis, quant aux directives médicales anticipées, c'est aussi, quand est-ce qu'on fait ça? Est-ce que ça peut être rédigé à tout moment? Est-ce que c'est une fois qu'on arrive à l'hôpital? L'importance de ces directives? C'est essentiel. Les directives médicales anticipées, vous pouvez les faire maintenant. Tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez le faire dès maintenant. C'est très, très facile à faire. Vous pouvez aller sur notre site, AQDMD, et chercher directives médicales, ou aller simplement sur le site de la Régie d'assurance maladie et vous cliquez directives médicales anticipées. Vous prenez 5 minutes pour lire tout ce qui est là. Ça se lit très facilement. Vous devez demander le formulaire à la RAMQ par téléphone ou par courriel parce que chaque formulaire est spécifique avec un code barre à la personne qui le demande. Et là-dessus, on vous donne 3 vignettes cliniques. Si j'arrive à l'hôpital en étant inconscient, je veux de la réanimation, je veux une réanimation cardiaque, je veux de la dialyse rénale. Il y a 5 vignettes. Vous cliquez tout ça
et vous renvoyez le tout. Et normalement, cela va apparaître dans le registre des directives médicales anticipées. Si vous arrivez inconscient à l'hôpital, les médecins, les traitants ont l'obligation de vérifier sur le système, dans le système, si vous avez vos directives médicales anticipées. Et si oui, bien, on voit que vous ne voulez aucune réanimation, etc. Et donc, à ce moment-là, on ne le fait pas. C'est exactement la même chose, mais c'est écrit, que ce qui se passe actuellement, et je prends l'occasion de le dire, dans les CHSLD ou dans les CHSLD ou dans toutes les unités de soins de longue durée dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle les niveaux de soins et les soignants, médecins, infirmières, ont l'obligation déontologique, morale, légale, de demander aux patients qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au cas où vous faites un arrêt cardiaque ou un problème grave. Et ce sont les niveaux de soins C et D, 3 et 4 si vous voulez, où les gens disent bien, je ne veux absolument aucune réanimation, je ne veux pas être intubé. C'est ce qu'on voit actuellement beaucoup, excusez-moi, dans les CHSLD. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui sont morts. C'est tout à fait vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas été transférés dans les soins aigus, mais pour une bonne raison, c'est qu'en toute connaissance de cause, ils ont demandé de ne pas être transférés, de ne pas être intubés, de ne pas être mis sur le respirateur. Donc, les directives médicales anticipées, vous pouvez les faire à 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous pouvez les faire tout le temps, vous pouvez les faire actuellement. Si vous nous écoutez et vous avez 80 ans que vous êtes tout à fait apte, vous faites vos directives médicales anticipées et comme ça, vous en faites part à vos proches. Tout le monde sera au courant de vos désirs si vous arrivez dans une situation à l'hôpital où vous ne pouvez pas donner votre plein consentement aux soins qui vous sont proposés. Et je pense que c'est assez essentiel comme démarche à faire. Tout le monde devrait justement, pour ne pas laisser ce fardeau à la famille ou aux enfants. Absolument. C'est tout à fait ça. C'est d'enlever le fardeau aux gens qui vous sont proches. De la même façon que si vous arrivez conscient à l'hôpital et on vous dit, écoutez, nous allons vous intuber, vous mettre sur respirateur. Vous dites, non, non, moi, je ne veux pas ça. Ça s'arrête ici. Merci, bonjour. De la même façon que vous avez le droit de refuser la dialyse rénale, etc., etc. Dites-moi, Dr. L'Espérance, est-ce que c'est plus difficile d'obtenir l'aide médicale à mourir en temps de COVID-19? Oui. Des délais? Non, les délais, nous donnons priorité aux gens qui demandent l'aide médicale à mourir. Évidemment, il peut y avoir quelques difficultés. Par exemple, malheureusement, dans les maisons de soins palliatifs, pas toutes, elles ne donnent pas accès à l'aide médicale à mourir. Certaines unités de soins palliatifs dans des hôpitaux religieux ne donnent pas droit à l'aide médicale à mourir, même si elles sont subventionnées par le gouvernement. Et dans ce cas-là, il faut transférer le patient dans un hôpital, par exemple dans mon hôpital à Maisonneuve-Rosemont, où on lui offre ce dernier soin. C'est ça qui est un peu difficile actuellement. Par ailleurs, ça se donne encore bien. Mes collègues continuent d'en donner dans les soins à domicile. Et puis moi, je suis dans une région confinée pour l'instant, une région fermée. Alors évidemment, je ne peux pas faire grand-chose à Montréal. Mais je peux évaluer des patients par téléphone. Oui, allez-y, Mme Giroux. Oui, dites-moi donc, Dr. L'Espérance, justement dans le contexte du COVID, les gens qui demandent médical à mourir ont certainement, même accompagné de proches en vie, que ce soit un peu partout, c'est limité. Dans un cas de contexte de COVID avec une personne qui demande l'aide médicale à mourir, est-ce qu'elle a droit à avoir de l'entourage autour d'elle? Ou... Oui, les directives gouvernementales, les dernières, là, sont à l'effet d'avoir le plus d'empathie possible et d'amener une personne ou deux. Le dernier exemple auquel j'ai participé il y a 2 jours, participer à distance, c'est que c'est une sédation palliative continue finalement qui a été décidée pour toutes sortes de raisons. Et la conjointe et la fille ont pu y aller en même temps. Donc, il y a vraiment un souci de la part du personnel traitant, des médecins, des infirmières et même des gestionnaires d'accorder une présence comme ça, bien entendu avec les mesures, visage, un masque, etc., etc. Puis, dites-moi, Dr. L'Espérance, en temps normaux, combien de gens ont recours à l'aide médicale à mourir en moyenne annuellement? Actuellement, au Québec, les chiffres disponibles jusqu'en 2019, mars 2019,
Nous sommes à 1,9 des décès qui sont par aide médicale à mourir. Nous pensons bien que nous allons aller vers comme les autres pays, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, autour de 3, 3,5, 4 d'autant plus que maintenant, ça s'ouvre un peu pour des pathologies chroniques. Mais ça n'ira jamais plus loin que ça. L'expérience des autres pays, depuis 20 ans, nous le montre. Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins au Québec qui sont aptes à donner l'aide médicale à mourir? Tous les médecins sont aptes à le donner. Ce n'est pas tous les médecins qui veulent le faire. Actuellement, il y a autour de 550 médecins qui prodiguent l'aide médicale à mourir. Il y en a une cinquantaine, 60 qui en font plus que les autres, dont moi, par exemple. Mais en général, les gens répondent très bien. Et s'ils ne sont pas confortables, dans toutes les régions, il y a des médecins qui offrent l'aide médicale à mourir. En fait, les problématiques se retrouvent malheureusement à Montréal, dans les 2 grands centres hospitaliers universitaires. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis, une dernière chose avant que vous nous quittiez, j'aimerais ça, vous fassiez la différence. Je ne vais pas vous quitter, je vais écouter M. Vachon. Ah oui, 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 mais c'est pas loin, mais votre intervention, du moins, ce que je voulais dire. La différence entre euthanasie, suicide assisté et puis aide médicale à mourir. C'est des termes qui reviennent, mais est-ce que ça veut dire la même chose? C'est essentiel, merci beaucoup. Euthanasie, ça veut dire bonne mort. Ça existe depuis le 18e siècle, c'est pas nouveau. Et ça veut dire, ça signifie bonne mort. C'est le terme qui est employé d'ailleurs en Belgique. C'est la loi sur l'euthanasie. Et il faut complètement différencier ça dans l'imaginaire des gens des génocides nazis. Ça, c'est de l'eugénisme. On élimine des personnes handicapées, juives, homosexuelles, etc., et non pas du tout sur le terme d'une bonne mort. Le suicide assisté, donc l'euthanasie, c'est de donner accès à des gens à une mort digne et confortable, si on peut dire ça de même. L'aide médicale à mourir, c'est le geste du médecin lui-même qui donne une injection. C'est ce que nous avons au Québec et au Canada. Le suicide assisté, le médecin ou l'infirmière peut donner des médicaments au patient qui va lui-même s'injecter les médicaments ou les prendre. Vous comprenez tout de suite que le suicide assisté ne pourra être fait par des gens qui sont, par exemple, quadriplégiques, comme M. Truchon. Donc, ça demande l'aide médicale à mourir. Dans tout le reste du Canada, sauf le Québec, le suicide assisté est permis, mais pas au Québec parce que la loi était venue avant. Et donc, en gros, c'est ça la grosse différence. Le suicide assisté, on donne les médicaments aux patients. C'est ce qu'on trouve en Suisse, chez Dignitas, Exit, etc. Et l'aide médicale à mourir, c'est le geste du médecin lui-même qui accompagne le patient jusqu'à son dernier souffle. Le suicide assisté, c'est aussi ce qu'on a dans les 7 États américains qui ont une loi sur l'aide médicale à mourir, mais en fait, ce n'est pas de l'aide médicale à mourir, c'est du suicide assisté. Mais merci beaucoup. Puis juste avant de partir, j'ai une petite question. Allez-y. Est-ce que vous êtes en paix avec la mort? Écoutez, comme neurochirurgien depuis 40 ans, si je ne l'étais pas, j'aurais un gros problème. La mort fait partie de la vie et lorsque l'on traite des pathologies en neurochirurgie comme en oncologie, ben, il faut l'accepter. Moi, je vais vous dire, les patients que j'accompagne, c'est un geste ultime. C'est un geste d'une grande beauté, je dirais, et d'une grande bonté, mais ça, c'est pas à moi de le dire. Et les gens nous sont extraordinairement reconnaissants. Et les familles, moi, j'ai eu des familles qui m'ont pris dans leurs bras après. C'est très émouvant, toujours. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Puis merci de nous avoir éclairé sur le sujet qui est encore récent dans notre société, l'aide médicale à mourir, mais qui est certainement une nouvelle réalité. Alors, merci, Dr. L'Espérance. Alors, nous accueillons sous peu, mais vous pouvez rester là, hein, parce que je sais que je reste là, je vais écouter M. Vachon. À M. Vachon. Bonjour, M. Vachon. Bonjour. Alors, bienvenue ici, M. Vachon, qui est musicologue, ancien animateur chez Radio-Canada et, directeur des communications, communauté éducation à l'Opéra de Montréal. Vous avez accompagné votre conjoint de 26 ans de vie de couple comme aidant naturel les 2 dernières années de sa vie jusqu'au dernier parcours. Racontez-nous si ce choix était difficile pour vous quand il vous a annoncé qu'il voulait avoir recours à l'aide médicale à mourir. Oui, ben écoutez, effectivement, je l'ai accompagné et je vous dirais que ça n'a pas été difficile pour moi parce que c'était clair pour moi que j'accompagnais François.
dans ses décisions, dans tout ce qu'il voulait, dans tout ce qu'il cherchait. Et donc, alors c'est ce que j'ai fait. Et quand il m'en a parlé, ben, je l'ai soutenu et j'étais d'accord avec sa décision. Et par contre, ça a été un long parcours pour lui parce que la maladie a été plus longue que prévu. Quand il y a eu le diagnostic, il y avait le cancer de l'œsophage, qui était le deuxième cancer qu'il avait. Et quand le cancer de l'œsophage est diagnostiqué, en général, c'est vers la fin, c'est le dernier stade. Et l'horizon de vie qu'on nous donnait, c'est à peu près 1 an. Alors, on s'est comme préparé, on s'est comme, d'abord c'est un choc, mais on s'est préparé tranquillement un peu à ça. Et il avait une constitution santé assez forte. Moi, je l'appelais, c'est mon homme bionique, si on peut dire. Alors, ce qui fait qu'il était assez fort. Et donc, ça a duré 2 ans et 3 mois à avoir la mort au-dessus de nous, comme une sorte d'épée de Damoclès. Et alors, on s'est parlé, la mort rôdait autour, dans le fond. Et j'ai assisté à quelqu'un qui était c'est-à-dire qu'il s'accrochait à la vie. François était un être vivant, un homme qui aimait la vie. Vous savez, on a 3 enfants aussi, donc il se raccrochait aux enfants, il s'accrochait aux petits-enfants aussi. Et pour lui, le discours, c'était de vivre jusqu'au maximum et jusqu'à ce que la douleur devienne intolérable et insupportable. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, il a demandé l'aide médicale à mourir. Et ce qui est allé assez rapidement parce que jusqu'à la toute fin, jusqu'au moment où il a pris la décision, il a choisi la date. Et bien, c'était assez. Il se raccrochait encore, en fait, à la vie, en espérant que les choses aillent peut-être un petit peu mieux. Et puis, finalement, ben, quand on a eu le diagnostic, où là, il sentait que la maladie gagnait son corps, il a pris la décision et il s'est dit c'est dans 5 jours que ça se passe. Et c'était une date symbolique, comme Mme Giroux parlait. Effectivement, c'est un choix symbolique parce que c'était le 26 mars 2019 qui correspondait avec un mois, jour pour jour, avec l'anniversaire de naissance, son anniversaire de naissance, qui est le 26 avril. Alors, et en plus, c'est que lorsqu'il a choisi ça, c'était un vendredi matin. Et alors, évidemment, c'est la série de deuil et des adieux qui commence. Et je vous dirais que c'était un peu particulier, assez irréel de vivre ça, parce qu'on était tous les deux ensemble. On l'avait été, j'étais avec lui depuis 2 ans à l'accompagner comme aidant naturel, à être son infirmier aussi. C'est moi qui changeais ses médicaments, ses pansements, qui voyait ses médicaments et tout. Et on a vécu les 5 jours comme on vivait d'habitude, c'est-à-dire dans le quotidien, beaucoup dans le silence. Quand ça fait 26 ans qu'on vit ensemble, le silence est parfois beaucoup plus éloquent que les paroles. Et c'est comme ça qu'on l'a vécu. C'est comme ça qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'on a fait le quotidien comme on le faisait. Et pour nous, pour François, la beauté de l'amour et de notre relation, c'était dans le quotidien qui était chargé de beauté insoupçonnée, de petits moments de grâce, de petits moments magiques comme ça. Alors, on l'a vécu comme ça. On a vu aussi, on a eu un dernier repas avec les enfants, les 3 enfants, excusez-moi. Et ça nous a donné la chance de célébrer la vie en famille, les 3 enfants et nous deux. Ça a été une soirée extraordinairement magique. Vous le comprendrez quand on sait que la mort pointe dans 2 jours plus tard. Et ensuite, le jour où c'est arrivé, ça s'est passé à l'hôpital parce qu'il voulait avoir un médecin en qui il avait confiance. Et ce médecin pratiquait l'aide médicale à mourir à l'hôpital. Et là, on a été convoqués donc le mardi après-midi. Et c'est comme ça qu'il a réuni la famille immédiate, ses parents, ses sœurs, les enfants, bien sûr. Il a eu le temps de faire ses adieux. Il a eu le temps de voir chacun et de parler à chacun des membres de la famille pour une dernière fois. Et la façon pour lui qui était de partir, il se disait en partance vers l'ailleurs ou vers l'infini, c'était de mourir dans mes bras. Alors, la dernière heure, on l'a passée ensemble, lui et moi, dans la chambre, en silence, très calmement, très sereinement. On s'est étendu dans le lit et il s'est étendu dans mes bras. Et à ce moment-là, le médecin et l'infirmière étaient autour. Et quand il a été prêt, il m'a dit, le dernier mot que je vais te dire, c'est je t'aime. Et c'est comme ça que lorsqu'il a dit je t'aime, l'infirmière, le docteur a injecté le produit et en l'espace de 10 secondes, c'était réglé. Il était parti avec ce souffle. Et donc, c'était la façon dont il voulait partir. Et on parlait de beauté tantôt, on parlait de sérénité, de lucidité. Madame Giroux parlait de sérénité, de lucidité. Vous savez, c'est une longue traversée. Mais je pense que cette traversée peut être très belle aussi parce que c'est un choix qui est très lucide.
J'ai vu François souffrir jusqu'à l'intolérable et il est allé au bout de lui-même. Et lorsqu'il a été rendu au bout de lui-même, c'est là qu'il a choisi de partir pour une raison très simple. Il m'a dit, juste avant qu'on quitte la maison pour la dernière fois, il m'a dit, tu sais, Pierre, c'est un geste ultime d'amour parce que il était tout là, il voulait qu'on garde la plus belle image de lui, cette image de lucidité, cette image de sérénité. Je vous dis ça parce que j'ai vu François pendant 2 ans dans des périodes de confusion, des périodes de perte, d'absence à cause des médicaments, à cause des effets secondaires. Et j'ai vu la vie quitter François. Et ça, c'est très douloureux pour l'entourage de voir que la personne que l'on aime depuis 26 ans devient l'ombre d'elle-même. Et tout d'un coup, dans ce moment, cette dernière journée, ce dernier moment, j'ai retrouvé le François que j'ai aimé pendant 26 ans, que je continue d'aimer, bien sûr, mais que j'ai retrouvé le François de cette relation, le François des enfants, de nos petits-enfants, de nous deux, de cette complicité. Vous devez savoir qu'il faut que vous sachiez que François et moi, on avait une vie, je dirais, fusionnelle. On était dans le même domaine, on était dans la même atmosphère, on était toujours ensemble pendant 26 ans. Alors, on était presque 24 heures sur 24 ensemble, je vous dirais. Alors donc, j'ai revu ce François, le plus beau François que j'ai connu, que j'ai aimé, que je continue d'aimer. Et c'est ça qui est la beauté de ce geste, à la fois un choix lucide, dans des conditions, d'une façon aussi choisie par le patient. Et il est parti donc serein et lucide en disant l'essentiel, tout simplement. Et alors, ça a été très, très beau. Et aussi tout le climat qui régnait dans la chambre. C'est un climat de calme et de douceur. Et donc, ça aussi, ça contribue au passage, un passage qui se fait dans les meilleures conditions, dans le fond. Et l'aide médicale à mourir a été un choix. C'était une longue réflexion pour François. On était bien accompagnés, je vous dirais, bien encadrés par le personnel soignant, bien encadrés par des médecins aussi qui nous ont éclairés sur ce que ça voulait dire, tout ça, comment ça se passait. C'était très dur pour François, très, très inquiétant en fait, ou anxiogène pour François de savoir comment ça allait se faire. Et donc, tout ça, c'est fait dans les règles de l'art. Et alors voilà, ça a été une belle traversée, une belle partance vers l'ailleurs, comme il le dit. Merci, M. Vachon. Mais dites-moi, M. Vachon, est-ce que selon vous, sachant que la personne est pleinement lucide, comme vous parliez de François, est-ce que est-ce qu'au moment de sa mort, ça peut aider les proches justement à travers le processus de deuil? Oui, je pense que oui, parce que vous savez, moi, ça fait 1 an et 1 mois que je suis dans le deuil. J'ai décidé de vivre mon deuil et avec tout ce que ça comporte de déni et d'étapes, etc., et d'émotivité. On est dans des montagnes russes perpétuellement au quotidien. Moi, je pleure encore tous les matins et tous les soirs et je vous dirais que ce qui m'apaise, c'est la beauté dans laquelle tout ça s'est fait. Et on a besoin de beauté. Il y a un philosophe qui a dit que la beauté allait sauver le monde. J'y crois énormément et je le vis au quotidien parce que je me raccroche aux beaux souvenirs, à cette belle façon dont ça a été fait et surtout à l'image, la dernière image que je garde de François, c'est-à-dire cette complicité qui a marqué notre relation et qui continue de me nourrir. Et c'est là-dessus que je me raccroche. Et donc, c'est une source de force, une source de courage. Quand je sens que le manque est trop grand, je me rappelle justement les derniers mots de François. Je me rappelle aussi cette lucidité, cette sérénité et la douceur et comment je garde cette image, donc la plus belle image du François. Et c'est ça qui m'habite et c'est ça qui m'aide à passer à travers le deuil, à travers les étapes qui sont si douloureuses du deuil. Ça, je ne le nie pas, c'est quelque chose qui est insaisissable. Et lorsque François a décidé de choisir l'aide médicale à mourir, donc il nous restait 5 jours, je vous dirais qu'on est dans un état second et c'est irréel de penser que c'est la dernière fois qu'on va chercher du lait ensemble, que tous les petits gestes du quotidien, ce sont des adieux perpétuels. On est plus ou moins conscient, on sait plus ou moins ce que ça veut dire. Et c'est quand, vous savez, nous, on s'est préparé pendant longtemps pour apprivoiser la mort. Et je vous dirais que malgré ça, il n'y a rien qui prépare à la mort.
quand elle arrive, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui frappe. Et c'est précisément cette beauté et ce geste si bien fait, si beau, qui permet de passer et de vivre chacune des journées de la façon la plus sereine possible et dans le souvenir aussi, et d'honorer le souvenir et la volonté de celui qui est parti. Dites-moi donc, M. Vachon, moi, je suis curieuse de savoir, les enfants et les arrière-petits-enfants, comment ils ont vécu, eux autres, cette expérience-là? Écoutez, ça s'est fait de façon très sereine parce que François a rencontré chacun et c'était dans le calme, dans l'amour, c'était tout ça. Et ils ont, alors, pour les petits-enfants, et le souvenir qu'ils ont de, presque immédiatement, ça a été les étoiles qui brillent le soir dans le ciel, c'est papy qui est dans le ciel et qui veille sur eux. Ça, c'est les petits-enfants. Ils ont 2 et 5 ans à peu près, les 4. Et pour les enfants, ça s'est fait aussi de façon sereine. Je vous dirais qu'ils ont eu leur moment avec leur père. Et ça a été bien justement, la plus jeune, Gabrielle, notre fille, elle dit, tu sais, je suis en paix avec papa. Et donc, ça a provoqué ça. Ça a permis justement de faire la paix pour quelque raison que ce soit, mais de s'assurer qu'il y a le départ et que tout est clair, tout est serein, tout est pacifique aussi, les choses sont réglées. Et ça aussi, c'est important, ça aide les enfants, on se voit régulièrement, bien sûr, on continue le même rythme de vie, et c'est ce qu'ils me disent, que ça les aide justement à continuer et qu'ils gardent que les beaux souvenirs de ces derniers moments, comme de la vie de leur père aussi. Madame Vanny, permettez-moi de demander à M. Vachon, pour illustrer la sérénité, de nous parler de la petite anecdote avant le départ de la maison. Je parle du prélude en do, M. Ah, Vachon. oui, tout à fait. François était Ça pianiste. illustre tellement bien la sérénité. Oui, François était pianiste aussi. Et donc, à cause de la maladie, des effets secondaires, ça faisait des années que j'avais pu l'entendre jouer, qu'il n'avait pas joué du piano. On a un piano à la maison et la maison, le souvenir que j'ai, en fait, la maison, elle est habitée de musique chez nous. Et donc, ça faisait quelques années qu'il n'y avait plus rien parce que François ne pouvait plus jouer du piano. Et tout d'un coup, avant de quitter la maison, il ouvre son piano, le clavier et tout, et il se met à jouer le prélude de Bach de façon parfaite. Un moment de grâce. Il s'est arrêté, il a rabattu le couvercle, et c'était la fin. Et c'était la dernière fois qu'il avait joué du piano. Et ça a créé aussi un état de sérénité. On était la musique était là pour une sorte de communion entre nos âmes. Je ne suis pas particulièrement ésotérique ou quoi que ce soit, mais je trouvais que la musique nous met dans cet état vibratoire, cet état de beauté aussi. Et c'était notre communion, François et moi, François et la musique, ses adieux à la musique, et ensuite son départ vers l'ailleurs. Merci, c'est magnifique. Très beau. Dites-moi, avant de quitter, M. Vachon, avez-vous des conseils à donner à des familles qui passent à travers ce processus présentement ou qui auraient accompagné un proche, justement, par l'aide médicale à mourir? Ben, écoutez, le système qui est mis en place est très professionnel, mais je vous dirais, soyez là à chacune des étapes de l'aide médicale à mourir pour accompagner celui qui va mourir, parce qu'ils sont habités de doutes et c'est pas nécessairement clair de comprendre les doutes, et parce que ceux qui vont mourir sont parfois dans une souffrance atroce, sont toujours dans une souffrance atroce, c'est pas nécessairement évident qu'ils puissent tout comprendre et tout, alors il faut accompagner tout ça, être là. Et puis, évidemment, on respecte les dernières volontés de la personne qui part. Voilà, c'est tout simple que ça, de le vivre pleinement. Bien, merci infiniment pour ce généreux partage et ce beau témoignage très touchant. Mais écoutez, prenez soin de vous et puis bonne route, au plaisir de vous croiser. Merci. Nos pensées vous accompagnent. Merci pour ce magnifique témoignage. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Hélène, on est rendu à la dernière ligne de cette capsule avec Noémie qui va se joindre à nous pour Oui, la et moi, surprise. je vais devoir vous quitter parce que Ton j'ai mon papa. petit rendez-vous avec mon papa. Donc, je suis pensée avec vous tous aussi, oui. Et bravo, je suis certaine que Noémie va terminer cette émission en beauté. Donc, je veux saluer les gens et on va se dire au prochain rendez-vous. Merci beaucoup, Hélène, également. Merci, Docteur L'Espérance aussi.
pour votre Merci. participation. Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, comme c'est intéressant et pertinent, votre émission, et moi, ça m'a tellement inspiré le cœur que moi, je suis en train d'écrire en vous écoutant. Genre, je trouve qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de profondeur. Là, je vois que l'image fige. Fait que je ne sais pas si ce que je dis va être entendu, mais je vais quand même le... On vous entend, en tout cas. Oui? OK. Est-ce que tout le monde m'entend? J'ai l'impression que ça a comme figé, là. On vous entend très, très bien. D'accord, merci. Pas de même. Donc, ces dernières semaines, moi, je suis auteur, compositeur, interprète, tu sais, comme plein de gens au Québec. Mais ces dernières semaines, j'ai eu des demandes qui m'ont fait voir les choses d'une nouvelle façon. On m'a demandé d'enregistrer des chansons post-funéraires. Dans le genre, certaines familles sont dans un décalage pour vivre les processus normaux de deuil et ont besoin de se rallier à quelque chose au quotidien pour les accompagner. Et c'était la musique qui pouvait être là. Et moi, je me suis sentie honorée qu'on me demande d'enregistrer des chansons symboliques pour les familles afin que ces chansons-là les accompagnent et qu'ils puissent se rallier à travers ces chansons. Donc, les choix de chansons sont toujours, bien sûr, très personnels à la famille. Et cette semaine, c'est une chanson qui s'appelle « Si t'étais là » que je propose. Alors, très bien. On va l'écouter avec notre cœur et notre esprit ouverts. Ici, de mon côté, les images figent. Donc, si jamais vous m'avez parlé pendant que je parlais, j'ai rien entendu. Donc, je voulais simplement m'excuser si j'ai eu un débit impoli. Je voulais juste dire qu'on allait t'écouter avec notre cœur et notre tête ouverte. OK, merci. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Et les questions sans réponse, c'est ça le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont plus sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup.
Je le sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Et les fous, c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais? Oh, si t'étais là. Ouh, une fois de plus, je suis soufflée par ta belle voix. Merci pour ce beau cadeau à Noémie. Et puis, bonne continuation. À très bientôt. Merci. Alors, nous, notre capsule s'achève. Alors, en remerciant tous mes invités, Hélène Giroux, Dr L'Espérance, M. Vachon, Noémie. La semaine prochaine, on va aborder avec Josée Masson, qui est une spécialiste du deuil jeunesse et qui a fondé et qui est directrice générale de deuil jeunesse, le deuil des enfants. À l'heure actuelle où beaucoup d'enfants vivent des décès de grands-parents, comment les familles, comment les parents peuvent les accompagner. Et le fait d'être confinés aussi, souvent, les meilleures personnes pour les comprendre, ce sont les amis. Alors, être privé de ses amis pour discuter comment on peut arriver à les soutenir. Alors, on va regarder ça avec elle la semaine prochaine. Et puis, un petit mot de la fin, c'est que je pense que c'est la surmortalité provoquée par cette pandémie aura vivé beaucoup, chez beaucoup de personnes, du moins, la peur et cette angoisse liée à la mort. Mais parce que définitivement, ça nous ramène à notre propre finitude. Alors, je pense que ça doit nous amener aussi à des réflexions puis des interrogations sur la fin de vie, le respect des souhaits que nos proches pourraient exprimer s'ils venaient à nous quitter. L'aide médicale à mourir certainement prive le malade de sa vie, mais l'acharnement thérapeutique le prive certainement de sa mort. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, il ne faut pas attendre après le bonheur. Alors, je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous.